mes mains tremblaient contre le volant alors que je me garais devant la maison de mon enfance. 10 ans. 10 années entières depuis que j'avais franchi cette porte pour la dernière fois. 10 années depuis que ma mère m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit ces mots qui avaient tout détruit, « Tu n'es plus ma fille ». Mais ce soir, j'étais de retour. Et rien ne serait plus jamais pareil. Et la pluie tambourinait contre le pare-brise avec une violence qui semblait refléter la tempête dans mon cœur. Chaque goutte était comme un souvenir qui me revenait. J'observais les silhouettes qui passaient derrière les rideaux du salon. Ma sœur Élise, probablement. Mon frère Thomas. Peut-être même mon père, cet homme qui n'avait jamais su prendre ma défense quand j'en avais le plus besoin. Et elle. Ma mère. Celle qui m'avait chassée comme si je n'étais rien, comme si 15 années de vie commune n'avaient jamais existé. J'y fermais les yeux et me laissais envahir par les souvenirs. Cette maison. Ces murs qui avaient vu mon enfance. Ces fenêtres derrière lesquelles j'avais ri, pleuré, grandi. Et puis tout s'était effondré. J'avais 15 ans quand j'avais trouvé le courage de parler. 15 ans quand j'avais révélé ce que l'oncle Paul me faisait subir depuis mes 12 ans. 3 années d'abus. 3 années de silence et de honte. Et quand j'avais enfin osé briser ce silence, ma propre mère avait choisi de ne pas me croire. Je me souvenais encore de cette nuit-là. Nous étions assis dans ce même salon. J'avais rassemblé tout mon courage pour parler. Les mots étaient sortis difficilement, chaque phrase m'arrachant un morceau d'âme. Ma mère m'avait écouté, le visage de pierre. Puis elle s'était levée et m'avait giflé. « Comment oses-tu salir le nom de mon frère avec tes mensonges » avait-elle craché. Mon père était resté assis, silencieux, les yeux baissés. Thomas avait seulement 13 ans et ne comprenait pas vraiment. Élise, elle, avait 12 ans et pleurait dans son coin. Les semaines qui avaient suivi avaient été un cauchemar. Ma mère m'avait traînée chez un psychologue, convaincue que j'inventais tout pour attirer l'attention. Elle avait répété à qui voulait l'entendre que j'étais une adolescente difficile, une mythomane, une enfant ingrate. L'oncle Paul, lui, jouait parfaitement son rôle d'homme respectable et choqué. Il pleurait même parfois en disant combien j'étais comme une fille pour lui, combien mes accusations le détruisaient. Le psychologue, heureusement, m'avait cru. Il avait alerté les services sociaux. Une enquête avait été ouverte. Mais sans preuve concrète, sans témoin, c'était ma parole contre celle d'un homme respectable, propriétaire d'une pharmacie, pilier de la communauté. L'enquête avait été classée sans suite. Et ma mère, humiliée par le scandale, m'avait mise à la porte le jour de mes 16 ans. Je me souvenais de ce matin-là comme si c'était hier. Elle avait posé ma valise devant la porte et m'avait dit froidement « Tu n'es plus ma fille. Ne remets plus jamais les pieds ici. » J'avais supplié. J'avais pleuré. Élise s'était accrochée à moi en sanglotant. Mais ma mère était restée inflexible. Mon père n'avait rien dit, comme toujours. J'avais survécu grâce à ma tante Marguerite, la sœur de mon père, qui m'avait recueillie. Elle était la seule à m'avoir cru dès le début. « Je connais Paul depuis l'enfance », m'avait-elle dit. Il a toujours eu quelque chose de malsain en lui. Elle m'avait aidé à finir mes études, à construire une vie. Elle m'avait appris que je valais plus que la honte qu'on voulait me faire porter. Pendant 10 ans, je n'avais eu aucun contact avec ma famille. Élise m'avait envoyé quelques messages en cachette au début, mais même cela avait cessé quand ma mère l'avait découvert. J'avais construit une nouvelle vie à Lyon, loin de Paris, loin de cette maison, loin d'eux. J'étais devenue avocate, spécialisée dans la défense des victimes d'abus. Chaque affaire que je gagnais était une petite victoire contre ce qui m'était arrivé. Mais il y a 6 mois, tout avait changé. Ma tante Marguerite m'avait appelée, sa voix tremblante. « Camille, ma chérie, il faut que je te dise quelque chose. Paul est mort. » Mon cœur s'était arrêté. Il a eu une crise cardiaque. Mais avant de mourir, il a dit quelque chose à l'hôpital. Il a parlé à une infirmière. Il a avoué. C'est à ce moment-là que j'avais décidé d'agir. J'avais engagé un détective privé. J'avais retrouvé cette infirmière et obtenu son témoignage. J'avais cherché d'autres victimes. Et je les avais trouvées. 3 autres femmes qui avaient subi les mêmes horreurs que moi. Des femmes qui, comme moi, n'avaient pas été crues. J'avais rassemblé toutes les preuves, tous les témoignages, tous les documents médicaux. Et maintenant, j'étais là, devant cette maison, avec toute la vérité dans mon sac. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. J'avais répété ce moment 1000 fois dans ma tête, mais maintenant que j'y étais, toutes mes certitudes s'évaporaient. Et si ma mère refusait encore de me croire ? Et si rien ne changeait ? Et si je rouvrais cette blessure pour rien ? Mais je pensais à ces 3 autres femmes. Je pensais à toutes celles qui n'avaient pas eu la force de parler. Je pensais à la petite fille de 15 ans que j'avais été, seule et terrifiée. Je leur devais ça.
Je me devais c'est à point J pris une profonde inspiration et sortis de la voiture. La pluie était glaciale et me trempa en quelques secondes. Chaque pas vers cette porte me semblait une éternité. Le gravier crissait sous mes pieds, ce même gravier sur lequel j'avais joué enfant. Je me souvenais encore d'avoir construit des châteaux de pierre ici, insouciante et heureuse. Cette petite fille me semblait appartenir à une autre vie. J'arrivai devant la porte. Mon doigt hésita au-dessus de la sonnette. C'était mon dernier moment de paix avant que tout explose. Une partie de moi voulait faire demi-tour, retourner à Lyon, oublier tout ça. Mais l'autre partie, celle qui avait survécu à 10 ans de solitude et de douleur, me poussait à appuyer sur ce bouton. J'y sonnai. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'on puisse l'entendre de l'intérieur. Puis, des pas légers. Rapides. La porte s'ouvrit et Élise apparut. Elle avait 22 ans maintenant, mais pour moi, elle serait toujours ma petite sœur de 12 ans qui pleurait quand je partais. Son visage se figea. Sa main resta sur la poignée de la porte. Ses yeux s'écarquillèrent. Pendant 3 secondes interminables, nous nous regardâmes sans dire un mot. Je vis passer dans ses yeux toutes les émotions possibles, le choc, l'incrédulité, la joie, la peur, la culpabilité. « Camille » murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante. Tu es vraiment là. C'est vraiment toi. C'est moi, répondis-je simplement, ma propre voix étranglée par l'émotion. Elle resta immobile encore un instant, comme si elle craignait que je disparaisse si elle bougeait. Puis, soudainement, elle se jeta dans mes bras avec une force désespérée. Elle m'étreignit si fort que j'eus du mal à respirer. Son corps était secoué de sanglots. « Tu m'as tellement manqué » pleura-t-elle contre mon épaule. « Chaque jour, tu m'as manqué. » Toi aussi, murmurai-je, sentant mes propres larmes couler. Toi aussi, tu m'as manqué. Nous restâmes ainsi enlacés sous la pluie pendant ce qui sembla être une éternité. 10 ans de séparation s'écoulaient entre nous. 10 ans de manque, de regrets, de mots non dits. Finalement, elle s'écarta légèrement, ses mains tenant toujours mes bras comme si elle avait peur que je m'envole. Son visage était ravagé par les larmes et la pluie. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle. « Pourquoi après tout ce temps ?»« Parce que j'ai enfin ce qu'il faut pour prouver la vérité » répondis-je doucement. « Et parce que je ne peux pas laisser le silence gagner encore une fois. » Ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes. « Camille, il faut que tu saches, je te crois. Je t'ai toujours cru. Mais j'étais tellement jeune, tellement effrayée. Maman était si convaincue que tu mentais, et papa ne disait rien, et je ne savais pas quoi faire. Je sais, dis-je en serrant sa main. Je ne t'en veux pas. Tu étais une enfant, toi aussi. Par-dessus son épaule, je vis Thomas apparaître dans le couloir. Il avait 23 ans maintenant. Plus un enfant, mais un homme. Il s'arrêta net en me voyant, le visage pâle comme un linge. Sa bouche s'ouvrit mais aucun son n'en sortit. Thomas, dis-je doucement. Et elle s'avança lentement, comme dans un rêve. Camille ? C'est vraiment toi ? Sa voix était rauque, chargée d'émotion. Après toutes ces années, oui, répondis-je. C'est vraiment moi. Il me regarda longuement, ses yeux scrutant mon visage comme pour s'assurer que j'étais bien réelle. Tu sais que maman ne sait pas que tu viens, dit-il finalement, sa voix presque un chuchotement. Je sais, répondis-je. C'était mon plan. Elle n'aurait jamais accepté de me voir si elle avait su. Élise essuya ses larmes. Camille, tu es sûre de vouloir faire ça ? Maman, elle n'a pas changé. Elle refuse toujours de parler de toi. Elle fait comme si tu n'avais jamais existé. Justement, dis-je fermement. Il est temps qu'elle affronte la vérité. Thomas échangea un regard inquiet avec Élise. Il y a tous les oncles et tantes là-dedans. Les cousins aussi. Ça va faire un scandale. Bien, dis-je. Il est temps que toute la famille sache ce qui s'est vraiment passé. Je marchais vers le salon, mes jambes tremblant à chaque pas. Élise et Thomas m'encadraient, comme s'ils voulaient me protéger ou peut-être se protéger eux-mêmes de ce qui allait suivre. Les voix des invités me parvenaient, joyeuses, insouciantes. Ils ne savaient pas que leur soirée tranquille allait basculer dans quelques secondes. Je m'arrêtai devant la porte du salon. Ma main se posa sur la poignée. C'était le point de non-retour. Une fois cette porte ouverte, je ne pourrais plus reculer. Tout allait exploser. Des vies allaient être bouleversées. Des vérités enfouies allaient ressurgir. J'y pensais à la jeune fille de 15 ans que j'avais été. Je pensais aux nuits où je pleurais seule dans ma chambre, où je me demandais si j'allais survivre à cette douleur. Je pensais aux 3 autres femmes qui attendaient que je fasse ce que nous n'avions pas pu faire enfant, dire la vérité et être entendue. J'y poussé la porte. Le salon était exactement comme dans mes souvenirs. Le grand lustre en cristal qui avait appartenu à ma grand-mère. Le canapé en velours bordeaux. La cheminée où brûlait un feu chaleureux.
Et la grande table dressée pour le dîner, avec la belle vaisselle que ma mère ne sortait que pour les grandes occasions. Ils étaient tous là. L'oncle Marcel, le frère de ma mère, avec son éternel air sévère. Ma tante Sophie, sa femme, toujours élégante et discrète. Leurs enfants, mes cousins Julien et Marie, maintenant adultes. L'oncle Pierre, l'autre frère de ma mère, qui vivait à Bordeaux et que je n'avais jamais beaucoup aimé. Ma tante Claire, douce et effacée. Et d'autres visages que je reconnaissais à peine. Le silence tomba comme une chape de plomb. Tous les regards se tournèrent vers moi. L'oncle Marcel, sa fourchette figée en l'air, un morceau de terrine à mi-chemin de sa bouche. Ma tante Sophie, les yeux écarquillés, sa main pressée contre sa poitrine. Mes cousins, confus, regardant alternativement leurs parents et moi. Mon père, au milieu de la table, devint blanc comme un linge. Et au bout de la table, dans le grand fauteuil qui avait toujours été sa place, ma mère. Son visage passa du rose au blanc en une fraction de seconde. Le verre de vin qu'elle tenait trembla dans sa main. Ses lèvres s'entr'ouvrirent mais aucun son n'en sortit. « Bonsoir » dis-je d'une voix que je voulais ferme mais qui trahissait mon émotion malgré moi. « J'espère que je ne dérange pas le repas. » Le silence continua pendant ce qui sembla être une éternité. On n'entendait que le crépitement du feu dans la cheminée et la pluie qui battait contre les fenêtres. Puis, finalement, ma mère se leva lentement. Ses mains agrippaient la nappe si fort que ses jointures étaient blanches. Son visage était un masque de glace, mais je pouvais voir la tempête d'émotion dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était glaciale, chaque mot comme un poignard planté dans mon cœur. « Je suis venue pour le dîner familial », répondis-je en m'efforçant de garder mon calme. Après tout, je fais toujours partie de cette famille. Du moins, je le pensais. Tu as perdu ce droit il y a 10 ans, cracha-t-elle, sa voix montant dangereusement. Quand tu as choisi de nous trahir. Quand tu as choisi de détruire notre famille avec tes mensonges. Les murmures commencèrent autour de la table. Ma cousine Marie, qui avait à peine 12 ans quand j'étais partie, me regardait avec des yeux ronds. Julien, plus âgé, semblait mal à l'aise. L'oncle Marcel toussa nerveusement. Ma tante Claire détourna le regard. Trahir, répétai-je, sentant la colère monter en moi malgré ma volonté de rester calme. C'est comme ça que tu appelles la vérité maintenant ? Trahison ? La vérité ? Elle rit, mais c'était un rire sans joie, presque hystérique. Tu as détruit cette famille avec tes accusations folles. Tu as failli envoyer ton oncle en prison. Tu as failli détruire sa vie, sa réputation. Tout ça pourquoi ? Pour attirer l'attention ? Pour nous punir de je ne sais quoi ? Maman, intervint Thomas, sa voix tremblante. S'il te plaît, écoute-la, tais-toi, le coupa-t-elle sèchement. Tu ne sais rien de tout ça. Tu étais trop jeune pour comprendre. Je n'étais pas trop jeune, répliqua-t-il, se levant à son tour. J'avais 13 ans. J'ai tout vu. J'ai vu comment tu as traité Camille. J'ai vu comment tu l'as mise à la porte le jour de ses 16 ans. J'ai vu comment tu as refusé de l'écouter. Ma mère le regarda comme s'il l'avait giflé. Comment oses-tu ? Comment oses-tu me parler ainsi ? Parce que quelqu'un doit le faire, cria-t-il, et je fus surprise par la force dans sa voix. Pendant 10 ans, nous avons fait comme si Camille n'avait jamais existé. Pendant 10 ans, nous avons vécu dans le mensonge. Ça suffit. Mon père posa doucement sa main sur la table. Peut-être que nous devrions tous nous calmer. Commença-t-il de sa voix toujours si posée, si neutre. Te calmer, l'interrompis-je, ma voix se brisant. Papa, tu veux que je me calme ? Où étais-tu quand j'avais besoin de toi ? Où étais-tu quand maman me mettait à la porte ? Tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait. Tu m'as laissé partir comme si je n'étais rien pour toi. Il baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je pensais que ta mère savait ce qu'elle faisait. Je pensais, tu ne pensais rien, explosai-je. Tu as simplement choisi la facilité. Tu as choisi de ne pas prendre position pour ne pas avoir à affronter la vérité. L'oncle Marcel se leva à son tour. Bon, ça suffit. Cette scène est déplacée. Camille, si tu es venue ici pour créer des problèmes, je te suggère de partir. Des problèmes ? Je me tournai vers lui. Vous voulez parler de problèmes ? Parlons alors du fait que vous avez tous su, quelque part, que quelque chose n'allait pas avec l'oncle Paul. Parlons du fait que personne n'a voulu voir la vérité parce que c'était plus confortable de blâmer une adolescente de 15 ans. Ma tante Sophie porta la main à sa bouche, ses yeux brillants de larmes. Camille, ce n'est pas juste. Nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir, la coupai-je. C'est différent.
Ma mère fit un pas vers moi, le visage crispé par la colère et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. De la peur, peut-être? Comment oses-tu revenir ici après toutes ces années? Comment oses-tu nous accuser? Nous juger? Parce que j'ai passé 10 ans à me reconstruire, répondis-je, ma voix se raffermissant. 10 ans à apprendre à vivre avec le fait que ma propre mère avait choisi de protéger son frère plutôt que sa fille. 10 ans à me demander si j'aurais pu faire quelque chose différemment pour que tu me croies. Les larmes commencèrent à couler sur mes joues malgré moi. J'avais 15 ans, maman. 15 ans. J'étais terrifiée, brisée, et j'ai trouvé le courage de te dire ce qui m'arrivait. Et tu m'as giflée. Tu m'as traitée de menteuse. Tu m'as chassée. Parce que tu mentais, cria-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Paul ne ferait jamais, il n'a jamais, il l'a fait. La voix d'Élise retentit soudainement, forte et claire. Elle s'avança dans la pièce, tremblante mais déterminée. Il l'a fait, maman. Et je le savais. Le monde sembla s'arrêter. Ma mère se tourna lentement vers elle, le visage décomposé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je savais, répéta Élise, les larmes coulant librement sur ses joues. J'avais 12 ans et je l'ai vue une fois. J'étais montée chercher quelque chose chez grand-mère pendant la fête de Noël. Je l'ai vue avec Camille dans la chambre d'amis. Elle pleurait. Elle lui disait d'arrêter. Et lui? Sa voix se brisa. Il lui disait que c'était leur secret, que personne ne la croirait si elle parlait. Ma mère vacilla. Mon père dut la rattraper par le bras. Non, murmura-t-elle. Non, ce n'est pas possible. Je me suis enfuie, continua Élise, chaque mot semblant lui coûter. J'étais terrifiée. Je ne comprenais pas vraiment ce que je venais de voir, mais je savais que c'était mal. Et quand Camille a parlé, quelques mois plus tard, j'ai su qu'elle disait la vérité. Mais j'avais trop peur de confirmer son histoire. J'avais peur que tu me chasses moi aussi. J'avais peur de perdre ma famille. Elle se tourna vers moi, son visage ravagé par la culpabilité. Je suis désolée, Camille. Je suis tellement désolée. J'aurais dû parler. J'aurais dû te défendre. Mais j'étais lâche. J'étais une lâche. Je m'approchai d'elle et la pris dans mes bras. Tu étais une enfant, murmurai-je. Une enfant qui a été mise dans une situation impossible. Je ne t'en veux pas. Les invités étaient pétrifiés. Ma tante Sophie pleurait silencieusement. L'oncle Marcel regardait fixement son assiette, le teint cireux. Ma cousine Marie s'était levée et était sortie de la pièce en courant. Mon père tenait toujours ma mère, qui semblait sur le point de s'effondrer. C'est impossible, répéta ma mère, mais sa voix n'était plus qu'un murmure. Paul ne ferait jamais. Il m'aurait dit. Il t'aurait dit quoi? Demandai-je doucement. Qu'il abusait de ta fille? Qu'il la terrorisait? Qu'il détruisait son enfance? Arrête, gémit-elle. Arrête, s'il te plaît. Non, dis-je fermement. J'ai passé 10 ans à me taire. 10 ans à porter cette douleur seule. C'est terminé. La vérité doit être dite. Je sortis l'enveloppe de mon sac. Mes mains tremblaient tellement que j'eus du mal à la tenir correctement. J'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose qui prouve que je n'ai jamais menti. Je posai l'enveloppe sur la table. Personne n'osa la toucher pendant un long moment. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. On n'entendait que les sanglots étouffés d'Élise et le crépitement du feu. Finalement, mon père tendit une main tremblante et prit l'enveloppe. Il l'ouvrit lentement, comme s'il craignait ce qu'elle contenait. Il en sortit les documents un par un. Des photos. Des témoignages. Des rapports médicaux. Des enregistrements audio transcrits. Son visage devint livide au fur et à mesure qu'il lisait. « Mon Dieu, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Mon Dieu, Camille. C'est, tout ceci, il tendit les papiers à ma mère avec des mains qui tremblaient violemment. Elle les prit comme si elle manipulait du poison. Et en un sens, c'était le cas. C'était le poison de la vérité, celle qu'elle avait refusé d'avaler pendant 10 ans. Le premier document était le témoignage de l'infirmière qui avait recueilli les aveux de Paul sur son lit de mort. Je regrette, avait-il dit. Je regrette ce que j'ai fait à ses filles. La petite Camille, j'ai détruit sa vie. Et il y en a eu d'autres. Ma mère lisait, page après page. Le deuxième témoignage venait d'une femme nommée Sophie, qui avait maintenant 35 ans. Elle racontait comment Paul l'avait abusée quand elle avait 11 ans, il y a 25 ans de cela. Ses parents n'avaient pas voulu la croire non plus. C'était un homme respectable, disait-il. Tu dois te tromper. Le troisième témoignage était celui d'une femme nommée Léa, maintenant 28 ans.
Paul l'avait abusée pendant 2 ans quand elle venait acheter ses médicaments à sa pharmacie avec sa grand-mère malade. Il me disait que si j'en parlais, ma grand-mère ne recevrait plus ses médicaments et qu'elle mourrait. J'avais tellement peur. Le 4e témoignage était le plus récent. Une jeune femme de 20 ans nommée Alice. Paul l'avait abusée jusqu'à quelques mois avant sa mort. Il me disait qu'il m'aimait, écrivait-elle. Il me disait que c'était spécial, que j'étais spéciale. J'avais 15 ans et je ne comprenais rien. Il y avait aussi des rapports du détective privé que j'avais engagé. Des photos de Paul entrant dans un hôtel avec Alice. Des enregistrements de conversations où il parlait d'elle de manière inappropriée. Et finalement, l'enregistrement que j'avais fait moi-même, 6 mois avant sa mort, quand j'avais réussi à le rencontrer en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Dans cet enregistrement, je l'avais confronté. Je lui avais demandé s'il se souvenait de Camille Dubois. Il avait ri. Bien sûr que je m'en souviens, avait-il dit. Une jolie petite chose. Dommage qu'elle ait parlé. Ça aurait pu continuer plus longtemps. Ma mère laissa tomber les papiers. Ils s'éparpillèrent autour d'elle comme des feuilles mortes. Son visage était d'une pâleur mortelle. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux étaient vides, comme si quelque chose en elle venait de se briser irrémédiablement. Non, murmura-t-elle. Non, non, non. Elle secoua la tête frénétiquement. Ce n'est pas possible. Paul ne peut pas. Il ne ferait jamais, il l'a fait, dis-je doucement mais fermement. Pendant des années. À moi. À ces autres femmes. Et tu as choisi de ne pas me croire. Tu as choisi de le protéger lui plutôt que de protéger ta propre fille. Elle tomba à genoux. Les sanglots qui s'échappèrent d'elle étaient gutturaux, primitifs, le son d'une âme qui se déchirait. Qu'est-ce que j'ai fait, gémit-elle. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à ma petite fille? Mon père s'agenouilla à côté d'elle, son propre visage ravagé par les larmes. Catherine, murmura-t-il. Catherine, elle a raison. Nous avons tous failli. Nous l'avons tous abandonnée. L'oncle Marcel se leva brusquement, sa chaise racla bruyamment contre le parquet. Je ne peux pas. Je dois. Il sortit précipitamment de la pièce. Ma tante Sophie le suivit après m'avoir jeté un regard qui mêlait horreur et compassion. Thomas s'approcha de moi et posa sa main sur mon épaule. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, dit-il doucement. Revenir ici, faire face à tout ça. Je ne sais pas comment tu trouves la force. J'ai trouvé la force parce que je n'étais pas seule, répondis-je. Ces autres femmes, elles comptaient sur moi. Et quelque part, la petite fille de 15 ans que j'ai été comptait sur moi aussi. Ma mère leva les yeux vers moi. Son visage était ravagé, ses yeux rouges et gonflés. Comment, demanda-t-elle d'une voix brisée. Comment peux-tu me regarder? Comment peux-tu même être dans la même pièce que moi après ce que je t'ai fait? Je m'approchai d'elle lentement. Chaque pas me demandait un courage immense. Parce que malgré tout, tu es ma mère. Et une partie de moi a toujours espéré que tu finirais par voir la vérité. Mais pourquoi maintenant, sanglota-t-elle. Pourquoi après toutes ces années? Parce que Paul est mort, répondis-je. Parce qu'il ne peut plus faire de mal à personne. Et parce que j'ai compris que je ne pourrais jamais vraiment guérir tant que tu ne saurais pas la vérité. Tant que notre famille ne saurait pas la vérité. Je ne mérite pas ton pardon, murmura-t-elle. Je ne le mériterai jamais. Peut-être pas, dis-je honnêtement. Mais je ne suis pas venue ici pour te pardonner. Je suis venue pour que la vérité soit enfin reconnue. Pour que tu admettes ce qui s'est passé. Pour que tu présentes tes excuses, non seulement à moi, mais à toutes les victimes de Paul. Elle hocha la tête frénétiquement. Je ferai tout, dit-elle. Tout ce que tu voudras. Je contacterai la police. Je témoignerai. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai détruit, mais je passerai le reste de ma vie à essayer. C'est tout ce que je demande, dis-je doucement. Mon père se leva et vint vers moi. Pour la première fois depuis que j'avais quitté cette maison, il me regarda vraiment. Camille, dit-il, sa voix étranglée. Je suis désolée. Je suis tellement désolée de ne pas avoir été là pour toi. Je me suis dit que ta mère savait ce qu'elle faisait, que j'avais tort de douter. Mais la vérité est que j'étais un lâche. J'ai préféré ne rien dire plutôt que de défendre ma propre fille. Oui, acquiesçai-je. Tu étais un lâche. Et ta lâcheté m'a coûté 10 ans de vie de famille. 10 ans où j'aurais dû pouvoir compter sur mes parents. Il baissa la tête, les épaules secouées par les sanglots. Je ne sais pas comment me racheter. Tu ne peux pas racheter le passé, dis-je. Mais tu peux choisir d'être différent maintenant.
Tu peux choisir de soutenir maman quand elle fera ce qu'elle doit faire. Tu peux choisir d'être là pour Élise et Thomas. Et peut-être, un jour, tu pourras être là pour moi aussi. Il leva les yeux vers moi, plein d'espoir et de douleur. Tu nous donnerais une seconde chance ? Je ne sais pas encore, répondis-je honnêtement. Ça prendra du temps. Beaucoup de temps. Et des actions, pas juste des mots. La soirée se poursuivit de manière surréaliste. Certains invités étaient partis, incapables de gérer l'intensité de la situation. D'autres étaient restés, figés par le choc et l'horreur de ce qu'ils venaient d'apprendre. Ma tante Claire s'était approchée de moi et m'avait serré la main en silence, les larmes coulant sur ses joues. L'oncle Pierre, qui était resté étrangement silencieux, avait fini par dire « Je suis désolé, Camille. J'aurais dû te croire. J'aurais dû insister pour qu'on enquête plus. » Élise ne me quittait pas d'une semelle, comme si elle craignait que je disparaisse à nouveau. Thomas oscillait entre le soutien envers moi et le réconfort envers nos parents. Ma mère était effondrée dans un fauteuil, tenant les documents contre elle comme une pénitence. « Qu'est-ce que tu attends de nous maintenant ?» demanda mon père après un long silence. « Que devons-nous faire ? » « D'abord, maman doit aller à la police avec ses preuves, dis-je. Même si Paul est mort, son cas doit être rouvert. Les autres victimes méritent d'être reconnues. Elles méritent que justice soit faite, même posthume. Ma mère hocha la tête. J'irai dès demain matin. Ensuite, continuai-je, je veux que tu contactes ces 3 femmes. Je veux que tu leur présentes tes excuses pour le système qui les a ignorées, comme il m'a ignorée. Je le ferai, promit-elle. Et enfin, dis-je, ma voix se raffermissant, je veux que cette famille cesse de vivre dans le déni. Je veux que nous apprenions à parler de ce qui s'est passé. Je veux que nous acceptions que des horreurs ont eu lieu sous ce toit, que des signes ont été ignorés, que des choix terribles ont été faits. Ce sera fait, dit mon père. Nous ferons tout ce qu'il faut. Je regardais autour de moi, cette pièce où j'avais grandi, où j'avais ri et pleuré, où ma vie avait basculé. Je ne sais pas si je peux revenir faire partie de cette famille, dis-je honnêtement. Les blessures sont profondes. La confiance est brisée. Mais je suis prête à essayer de construire quelque chose de nouveau. Pas de retrouver ce qui était, parce que c'était bâti sur des mensonges. Mais de créer quelque chose de vrai. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et d'actions. Ma mère tint parole. Elle se présenta au commissariat le lendemain matin, accompagnée de mon père et de moi. Elle remit toutes les preuves aux enquêteurs. L'affaire fut rouverte. Les médias s'emparèrent de l'histoire. Pharmacien décédé accusé d'abus sur mineurs, titrait le journal local. Des victimes brisent le silence après des décennies. Les 3 autres femmes acceptèrent de témoigner publiquement. Nous organisions une conférence de presse où nous racontions toute notre histoire. Ma mère était là, à mes côtés, les larmes coulant librement sur son visage alors qu'elle écoutait ce que nous avions enduré. À la fin, elle prit la parole. « Je suis Catherine Dubois, la mère de Camille et la sœur de Paul Mercier, dit-elle d'une voix tremblante mais claire. Quand ma fille m'a dit ce que mon frère lui faisait, je ne l'ai pas cru. Je l'ai chassée de chez moi. Je l'ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi. Aujourd'hui, je sais la vérité. Je sais que mon frère était un prédateur qui a détruit la vie de nombreuses jeunes filles. Je sais que j'ai failli en tant que mère. Je présente mes excuses les plus sincères à ma fille et à toutes les victimes de mon frère. Et je m'engage à me battre pour que plus jamais une enfant ne soit ignorée quand elle trouve le courage de parler. » L'impact fut immense. D'autres victimes commencèrent à se manifester. La pharmacie de Paul, qui avait été reprise par un associé, fit faillite face au scandale. Mais plus important encore, des conversations commencèrent à avoir lieu. Sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à la télévision, les gens parlaient de l'importance de croire les victimes, de ne pas protéger les prédateurs par loyauté familiale aveugle. Ma famille entama un long processus de guérison. Nous commençâmes une thérapie familiale. Les premières séances furent déchirantes. Il y eut des cris, des pleurs, des accusations. Ma mère dut faire face à sa culpabilité écrasante. Mon père à sa lâcheté. Élise à son silence. Thomas à son impuissance d'enfant. Mais lentement, quelque chose changeait. Pas du pardon, pas encore. Mais une volonté commune de faire mieux. De construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été détruit. 6 mois après ce dîner mémorable, je me retrouvais à nouveau devant la maison familiale. Mais cette fois, c'était différent. Mon cœur ne battait plus la chamade. Mes mains ne tremblaient plus. Quand je sonnai, ce fut ma mère qui ouvrit. Son visage s'illumina en me voyant, un sourire hésitant mais sincère sur les lèvres. « Tu es venue, dit-elle, et j'entendis le soulagement dans sa voix. « Je t'ai dit que je viendrais, répondis-je.
Elle me serra dans ses bras, et pour la première fois depuis que j'avais 15 ans, je la laissai faire sans me raidir. Ce n'était pas un happy end parfait. Les cicatrices étaient toujours là, profondes et douloureuses. Mais c'était un début. Le début d'une reconstruction, d'une famille qui choisissait enfin la vérité plutôt que le silence. En entrant dans la maison, je vis que des changements avaient été faits. Les photos de l'oncle Paul avaient été retirées des murs. À leur place, de nouvelles photos de nous tous, prises lors de nos récentes thérapies familiales. Des photos où nous avions l'air fatigués, meurtris, mais ensemble. Ce soir-là, nous nous assîmes à nouveau autour de la table familiale. Mais cette fois, il n'y avait pas de secret. Pas de non-dit. Juste une famille brisée qui essayait de se reconstruire, morceau par morceau. Ma mère se leva pour porter un toast. Sa voix tremblait légèrement, mais il y avait une force nouvelle en elle, une détermination que je ne lui avais jamais connue. Je veux dire quelque chose, commença-t-elle, regardant chacun de nous. Il y a 10 ans, j'ai fait le pire choix qu'une mère puisse faire. J'ai abandonné mon enfant quand elle avait le plus besoin de moi. J'ai choisi le déni plutôt que la vérité. J'ai brisé ma famille par lâcheté et par peur de ce que la vérité signifierait pour moi, pour mon frère, pour notre réputation. Elle se tourna vers moi, les larmes coulant librement. Camille, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Tu as survécu à l'impensable. Tu as trouvé la force non seulement de chercher la vérité, mais aussi de nous donner une seconde chance que nous ne méritons pas. Je ne pourrai jamais effacer ce que je t'ai fait. Je ne pourrai jamais te rendre les 10 années que tu as perdues. Mais je te promets que chaque jour, pour le reste de ma vie, je me battrai pour mériter ton pardon. Je sentis les larmes monter à mes yeux. Maman, dis-je doucement, le pardon n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un processus. Parfois, je te regarde et je ressens encore cette douleur de cette nuit où tu m'as mise à la porte. Parfois, je me réveille la nuit en me demandant comment ma propre mère a pu choisir de ne pas me croire. Elle hocha la tête, acceptant mes paroles même si je voyais combien elles lui faisaient mal. Mais, continuai-je, je vois aussi les efforts que tu fais. Je vois comment tu as trouvé le courage d'affronter la vérité, même si elle détruit l'image que tu avais de ton frère, de ta famille, de toi-même. Je vois comment tu te bats maintenant pour les autres victimes. Et ça compte. Ça ne répare pas le passé, mais ça construit un avenir différent. Mon père essuya ses yeux discrètement. Élise serra ma main si fort que je sentis ses ongles s'enfoncer dans ma paume. Thomas posa son bras autour des épaules de notre mère. Nous sommes une famille brisée, dis-je. Et nous ne serons peut-être jamais complètement réparés. Mais nous sommes une famille qui a choisi la vérité. Et pour l'instant, ça me suffit. La nuit tomba sur Paris. À travers la fenêtre, je pouvais voir les lumières de la ville scintiller comme des milliers d'étoiles terrestres. Quelque part dans cette immensité, il y avait d'autres Camilles. D'autres jeunes filles qui portaient des secrets trop lourds. D'autres familles qui choisissaient le silence plutôt que d'affronter des vérités difficiles. Mon histoire n'était pas unique. Les abus, le silence, la trahison familiale, c'étaient des histoires qui se répétaient à travers le monde. Mais en partageant la mienne, en refusant de me taire, j'espérais donner du courage à ces autres victimes. J'espérais leur montrer qu'il était possible de survivre, de se reconstruire, et même de retrouver une forme de paix. Ce soir-là, en quittant la maison familiale, je ne me retournai pas avec amertume comme je l'avais fait il y a 10 ans. Cette fois, je me retournai et je souris à ma mère qui se tenait sur le pas de la porte. Un sourire triste, encore fragile, mais réel. Le chemin vers la guérison serait long. Il y aurait encore des rechutes, des moments de colère, des nuits où les souvenirs seraient trop lourds. Mais j'avais fait le plus difficile. J'avais dit ma vérité. J'avais affronté mes démons et ceux de ma famille. En montant dans ma voiture, je sentis un poids se lever de mes épaules. Pas complètement, jamais complètement. Mais assez pour que je puisse respirer un peu plus facilement. Assez pour que je puisse regarder vers l'avant avec espoir plutôt qu'avec douleur. Le passé serait toujours là, avec ses cicatrices profondes et ses souvenirs douloureux. Mais il ne me définissait plus. J'avais repris ma voix. J'avais repris mon histoire. J'avais repris ma vie. C'était le plus beau des recommencements.